Ici, au-dessus des confins septentrionaux de l'Alaska, le paysage semble infini, une toile peinte de blanc, de bleu et de vert tamisé, où règne le silence et où chaque souffle de vent porte le poids de l'éternité. Des pics déchiquetés percent le ciel, leurs cimes éternellement couvertes de neige. Entre eux, de larges vallées s'étendent, tapissées d'une toundra dorée pendant l'été fugace et enfouies sous les glaces le reste de l'année. Des rivières sillonnent cette nature sauvage telles des fils d'argent, serpentant et serpentant, traçant des lignes de vie dans la terre gelée. Leurs eaux jaillissent avec une énergie inépuisable, alimentant les forêts d'épicéas à leur lisière et apportant avec elles la promesse de survie à ceux qui osent habiter ces terres. Mais ne vous y trompez pas, cette beauté est impitoyable. Ici, les hivers engloutissent le monde dans l'obscurité, plongeant le paysage dans des mois de silence, lorsque le soleil lui-même disparaît à l'horizon. Les températures chutent, le vent hurle sur les crêtes et les congères s'élèvent telles des barricades contre la vie. Ici, la survie n'est pas acquise, elle se combat à tout prix. Pourtant, dans cette apparente désolation, la vie non seulement perdure, mais prospère. À travers la toundra, le grondement des sabots signale la migration des caribous, se déplaçant à l'unisson tels des fleuves de chair et d'os. Dans leur ombre, des loups traquent, chasseurs acharnés, liés par la loyauté et la faim. Sur les falaises, des mouflons de dalles s'accrochent aux parois verticales, leur pelage blanc se fondant harmonieusement dans la neige, tandis que tout en bas, des orignaux pataugent dans les eaux glacées, leurs bois massifs dominant leur corps massif. Les rivières elles-mêmes sont le théâtre d'un combat différent. Les saumons se frayent un chemin en amont, luttant contre les courants et sautant contre les cascades dans un ultime acte de défiance, tandis que les aigles tournoient au-dessus, leurs regards perçants rivés sur les faibles et les épuisés. Dans la toundra, les bœufs musqués se rassemblent en formation serrée, ancestraux guerriers de l'ère glaciaire, baissant la tête pour affronter la charge des prédateurs aux murs de cornes et de fourrures. Et pourtant, ce n'est que le début. Pour chaque créature ici, chaque battement de cœur est mesuré à l'aune de l'arithmétique brutale de l'Arctique. Manger ou être mangé, endurer ou périr. Il reste peu d'endroits sur Terre où la nature dicte sa loi sans compromis, où les humains ne sont que de simples visiteurs d'un royaume qui les précède et leur survivra. Cet endroit est vaste, sauvage et sauvage. Ceci c'est les portes de l'Arctique. La vie aux portes de l'Arctique est écrite dans le langage du conflit. Ici, chaque pas dans la toundra, chaque ondulation sur la rivière, porte une seule question. Qui mange et qui est mangé? Sur une plaine balayée par les vents, un grand troupeau de caribous avance vers le nord. Leurs sabots martèlent le sol à un rythme régulier, 1000 corps se rassemblant, muscles et os liés par un instinct plus vieux que la mémoire. Les petits peinent à suivre le rythme de leur mère, apprenant les anciens sentiers gravés dans cette terre. Mais les loups les suivent, patients et infatigables. Depuis une crête, une meute observe. Leurs yeux dorés scintillent dans la lumière déclinante, leurs corps élancés et aguerris à l'endurance. Ils ne se précipitent pas sur le troupeau. Ils attendent, lisant ses mouvements, cherchant la faiblesse. Pour le loup, la survie n'est pas une question de force brute, mais de stratégie, de tâtonnement, de recherche du petit qui traîne, du vieux mâle ralenti par l'âge, du faux pas qui fait la différence entre la vie et la mort. L'instant arrive soudainement. Un faon s'éloigne trop, les pattes tremblantes d'épuisement. Les loups surgissent, dévalant la pente comme des flèches décochées par un arc. La harde panique se transformant en une tempête de corps. Neige et terre explosent sous le martèlement des sabots. Les loups se rapprochent, claquant des mâchoires, et dans ce chaos, le sort du caribou est scellé. Mais tous les combats ne sont pas aussi faciles. Sur les rives d'une rivière en crue, un grizzly guette. Sa silhouette massive se fond dans les saules,
son nez frémissant à l'odeur des saumons qui luttent contre le courant. Lorsque les poissons sautent à contre-courant, l'ours bondit, ses pattes frappant avec une force dévastatrice. Certains s'échappent et se précipitent plus haut dans le torrent. D'autres sont tapés en plein vol, serrés dans des mâchoires conçues pour les écraser. Pour l'ours, chaque poisson est un carburant pour le long sommeil hivernal. Pour le saumon, chaque bond est un ultime acte de survie, leur voyage se terminant en sacrifice pour la génération suivante. Même les hauteurs ne sont pas sûres. Sur les falaises, un mouflon de dalle baisse la tête pour brouter, inconscient des yeux dorés qui le surplombent. Un aigle, ailes déployées, plonge à une vitesse vertigineuse, serres tendues comme des poignards. Le mouton sursaute, les pierres dégringolant dans l'abîme. Un faux pas ici signifie la mort, mais l'agilité est sa seule défense. Il grimpe, s'accrochant aux pentes impossibles, l'aigle étant contraint de dévier de frustration. Pour l'instant, le mouton survit, mais dans ce pays, la chance est toujours temporaire. Telle est la loi éternelle des portes de l'Arctique, la confrontation. Prédateur contre proie, faim contre peur. Le fort survit parce que le faible tombe, et le cycle se répète sans interruption, sans pitié. L'énergie est empruntée, jamais possédée, transmise du chassé au chasseur, de la vie à la mort, alimentant le pouls de cette nature impitoyable. Ici, la survie n'est pas garantie, elle se gagne, un battement de cœur désespéré à la fois. S'étendant sur près de 3,4 millions d'hectares, le parc est plus vaste que bien des pays, et pourtant quasiment vierge de toute influence humaine. Ses limites encadrent 6 chaînes de montagnes sauvages, la chaîne Brooks découpant ses silhouettes déchiquetées à l'horizon. De vastes vallées s'étendent à perte de vue, sculptées par la glace et le temps. Des rivières serpentent sans fin à travers la toundra, se transformant en fils d'argent qui scintillent sous le soleil arctique, leurs eaux alimentant forêts, marais et la grande plaine du Nord. Si la toundra est l'enveloppe de Gates of the Arctic, ces rivières en sont l'élément vital. Serpentant, entrelaçant et sillonnant des vallées creusées par d'anciens glaciers, les cours d'eau sillonnent le parc dans un mouvement perpétuel, nourrissant toutes les créatures qui en dépendent. Parmi les plus emblématiques figurent la Kobuk, la Latna et la Noatak, des rivières qui ont façonné ce paysage pendant des millénaires. La rivière Kobuk, large et sinueuse, coule vers l'ouest à travers la partie sud du parc pour finalement se jeter dans la mer de Bering. Chaque printemps, ces rives se gonflent avec les eaux de fonte, créant des zones humides peuplées d'oiseaux migrateurs. La Latna, en revanche, est plus calme. Un ruban de solitude traversant forêts d'épinettes et toundra, ses courants reflétant les montagnes qui s'élèvent de chaque côté telles des gardiennes déchiquetées. Il y a aussi la rivière Noatak, l'une des plus longues rivières non endiguées d'Amérique du Nord. Elle serpente en arc majestueux à travers la toundra, ses eaux claires et froides. Un souvenir immaculé de ce qu'étaient les rivières avant que les barrages et l'industrie n'en aient tant modifié nombre. Mais ces rivières sont plus que de simples paysages, ce sont des autoroutes de survie. Chaque été, un rituel ancestral se déroule dans leur profondeur, la migration des saumons. Depuis le large, les saumons remontent le courant, poussés par un instinct profondément ancré dans leur sang. Ils affrontent les courants, sautent contre les cascades et poursuivent leur route vers les bancs de gravier qui les ont vus naître. Leur périple est une lutte acharnée, et pourtant, il est la clé de voûte dont dépendent d'innombrables autres vies. Le long des berges, des grizzlies émergent de l'ombre, le pelage mouillé d'embrun, tandis qu'ils s'enfoncent dans les eaux peu profondes. Un éclair argenté soudain, puis un coup de griffe puissante, et l'ours s'empare de son repas. Chaque poisson est un cadeau de graisse et de protéines, le carburant pour la longue hibernation qui l'attend à l'orée de l'hiver. Au-dessus de nos têtes, des aigles tournoient, le regard perçant, piquant à ras de terre pour arracher des saumons affaiblis à l'eau. Même les loups, bien que moins habiles à la pêche, se rassemblent parfois près des montaisons, récupérant les restes des proies des ours. Pour les renards, les goélands et même les plus petits insectes charognards, la mort du saumon est une renaissance. Le drame ne réside pas seulement dans la chasse, mais aussi dans le sacrifice. Pour le saumon, cette bataille en amont est son ultime voyage. Il fraie, libère son avenir dans les bancs de gravier puis périt.
Son corps, emporté en aval ou abandonné sur les rivages, restitue des nutriments au sol, nourrissant les plantes qui, à leur tour, nourrissent les herbivores. La vie en Arctique repose sur ce cycle de retour et de renouvellement. Cependant, tous les riverains ne migrent pas. Certains restent toute l'année, remodelant les cours d'eau. Le castor compte parmi les architectes les plus transformateurs de l'Arctique. Avec une détermination sans faille, il abattit Sauls et Aulne, les entraînant dans le courant pour construire des barrages. Ces barrières ralentissent le courant, créant des étangs et des zones humides qui abritent la sauvagine, les amphibiens et les nurseries de poissons. En hiver, les castors se réfugient dans des huttes, forteresses de boue et de bois isolés du froid, où ils se nourrissent de branches cachées jusqu'au retour du dégel. Là où la toundra commence à s'adoucir et où les arbustes épars laissent place à des bosquets d'épinettes et de saules, la lisière de la forêt boréale s'élève telle une frontière vivante. C'est ici, à l'extrémité septentrionale de la plus grande forêt du monde, que les arbres s'enfoncent obstinément dans les plaines ouvertes, leurs aiguilles sombres perçant l'horizon. Épinettes noires et blanches se dressent face aux vents arctiques, leurs branches courbées sous la neige en hiver et lourdes de cônes en été. Sous elles, le sol forestier est humide de mousse, de saules et de bouleaux nains, des nutriments en attente des grands herbivores qui parcourent ces bosquets ombragés. Dans le calme de l'aube, la forêt vibre au rythme de son plus grand résident, l'orignal. Culminant à plus de 2 mètres au garrot et couronné de bois plus large qu'un homme, l'orignal est le monarque de la lisière boréale. Lent et posé, il se déplace entre les bosquets de saules, arrachant les branches avec ses mâchoires taillées pour brouter. En été, il patauge dans les étangs et les bas-fonds des rivières, plongeant sa tête imposante sous l'eau pour se repaître de plantes aquatiques. Malgré sa taille imposante, l'orignal vit dans une tension constante. Sa masse est à la fois une armure et un fardeau, faisant de chaque pas dans la neige une épreuve d'endurance. Pour les faons, le danger est immédiat. Au printemps, lorsque les mères conduisent leurs petits à l'abri de la forêt, les prédateurs s'agitent à proximité. Parmi les ombres se déplace le plus insaisissable des chasseurs, le lynx du Canada. Habillé d'une douce fourrure grise et d'oreilles touffues, le lynx est un fantôme de la lisière boréale, rarement aperçu, mais toujours présent. Ses mouvements sont silencieux, chaque pas calculé tandis qu'il suit les sentiers étroits tracés par sa proie. Cette proie est le lièvre d'Amérique, une créature dont le destin dicte le rythme de vie en forêt. En été, son pelage est d'un brun tacheté, se fondant parfaitement avec l'écorce du saule et le sol forestier. En hiver, il se pare d'un blanc éclatant, disparaissant dans la neige. Pourtant, le camouflage n'est pas une défense absolue. Le lynx attend, patiemment, guettant le moindre frémissement d'oreille, le moindre mouvement qui trahit la cachette du lièvre. Quand vient le moment, l'attaque est rapide, une explosion de puissance issue de l'immobilité, ses mâchoires se refermant sur la vie fragile. Mais l'équilibre est fragile. Les populations de lièvres d'Amérique connaissent une explosion démographique, puis une chute brutale. Leur population fluctuant selon des cycles qui façonnent le destin des prédateurs comme des proies. Lorsque les lièvres sont nombreux, les lynx prospèrent, élevant des portées de chatons dans des tanières cachées. Lorsque leur nombre s'effondre, les lynx souffrent, la faim réduisant leurs effectifs jusqu'à ce que le cycle recommence. C'est un rythme aussi vieux que la forêt elle-même, inscrit dans l'ombre des épicéas et le silence de la neige. La lisière de la forêt boréale est un lieu de rencontre où la vie de la toundra et de la forêt se mêlent, entrent en collision et survie. Ici, au sommet du continent, le temps lui-même semble se plier et se déformer sous la volonté du ciel arctique. Les portes de l'Arctique ne sont pas un lieu de saisons ordinaires. On n'y connaît ni printemps doux, ni été doux, ni hiver douillet. Au contraire, la vie se divise en extrêmes, une lumière aveuglante et infinie, et une obscurité étouffante et sans fin.
La moitié de l'année, le soleil refuse de se coucher, tournant bas à l'horizon, projetant une lueur dorée qui ne s'estompe jamais. Les ombres s'étendent à l'infini sans jamais disparaître, et la toundra scintille d'un éclat fantomatique à minuit. L'autre moitié, le soleil disparaît complètement, plongeant la Terre dans une obscurité si absolue que même les étoiles peinent à la percer. Ce cycle d'extrêmes n'est pas un simple décor, c'est la loi de la survie. Chaque créature, du plus puissant grizzly au plus petit insecte, doit s'adapter ou périr. Lorsque le soleil règne en maître, les animaux se lancent dans une frénésie d'activité désespérée. Orignaux et caribous festoient sans fin, grignotant des calories tandis que les plantes poussent encore vertes. Les saumons remontent le fleuve pour leur ultime et fatale migration, offrant des banquets aux ours, aux loups et aux aigles. Les oiseaux arrivent dans une cacophonie, emplissant l'air de chants de reproduction et de nidification, chacun signalant l'urgence, il n'y a pas de temps à perdre. Même les plus petites fleurs s'épanouissent à une vitesse record, émergeant du sol gelé, fleurissant et se sèment en l'espace de quelques semaines seulement. Dans l'Arctique, l'été n'est pas un loisir, c'est une course contre la montre impitoyable. Et puis, le pendule oscille. Alors que le soleil disparaît à l'horizon et refuse de revenir, le monde est plongé dans une nuit éternelle. Les températures chutent, les rivières gèlent. La terre se transforme en un royaume aride de neige et de silence. Pour certains, la survie signifie la retraite. Les oiseaux fuient vers le sud, laissant derrière eux des nids vides. Les caribous migrent sur des centaines de kilomètres, chassant le lichen sous les congères. Les loups les suivent comme des ombres. D'autres doivent endurer. Les grizzlies creusent profondément dans la terre, se recroquevillant pour hiberner, leurs battements de cœur ralentissant comme si la nature sauvage avait mis leur vie en pause. De petits mammifères creusent des tunnels sous la neige, créant de minuscules cités secrètes réchauffées par leur propre corps. Le lynx rôde silencieusement dans la pâle lueur de la lune, comptant sur son épais pelage et ses réflexes aiguisés pour trouver des proies dans l'obscurité. Même le lièvre d'Amérique se transforme, son pelage brun se teintant d'un blanc fantomatique, disparaissant dans le décor gelé. Le camouflage est synonyme de survie, et l'invisibilité est ce qui se rapproche le plus de la sécurité. Mais la survie aux portes de l'Arctique n'est jamais garantie. Un gel tardif peut affamer un jeune orignal. Une faible remontée de saumon peut rendre un grizzly maigre et vulnérable. Une tempête de neige printanière peut ensevelir les nids avant l'éclosion des poussins. Ici, le changement de saison est imprévisible, c'est un pari risqué. Et pourtant, ce pari soutient la vie d'une manière inimaginable ailleurs. La lumière infinie engendre une explosion d'activité, et l'obscurité infinie met à l'épreuve toutes les adaptations de la nature. Ensemble, ils rythment l'existence aux portes de l'Arctique. Ici, la vie ne se mesure pas en jours ou en mois, mais en cycles d'éclat et d'ombre. Et ceux qui endurent, ceux qui se plient sans se briser, perpétuent l'ancienne et éternelle danse de la survie. Ils arrivent comme des ombres roulant sur la toundra, une marée vivante de bois et de sabots. La harde de caribous de l'Arctique de l'Ouest, l'une des plus importantes d'Amérique du Nord, se déplace à un rythme aussi ancien que le temps. Des dizaines de milliers d'individus traversent rivières, toundra et crêtes, unis par un instinct plus vieux que la mémoire. Des pics déchiquetés de la chaîne Brooks aux vastes plaines côtières, leur migration est l'un des plus grands spectacles de la nature. Au printemps, lorsque la neige se détache du sol, les troupeaux entament leur migration vers le nord. Les femelles gestantes ouvrent la voie, poussées par l'urgence de la naissance. Chaque pas sur les rivières glacées et la toundra en dégel est un pari risqué. Les courants rapides tirent leurs jambes et les eaux glaciales sapent leurs forces. Mais la récompense est la survie, car devant eux se trouvent les aires de Misba, une vaste toundra dégagée où les prédateurs sont moins nombreux et où le vent tient les insectes à distance. Puis, comme par magie, le miracle se produit. En quelques jours, la toundra grouille de vie. De minuscules veaux, filiformes, fragiles, mais étonnamment rapides, se lèvent quelques minutes après leur naissance. Ils trébuchent, titubent, puis courent, car ici,
L'hésitation est une condamnation à mort. Les loups observent depuis les crêtes, le regard perçant, guettant un moment de faiblesse. Les grizzlies errent dans les vallées, le nez levé à l'affût de l'odeur d'une vie nouvelle. Pour chaque veau-né, un prédateur guette, et pour chaque prédateur, une chance de se nourrir. C'est l'éternel échange d'énergie, brute et sans compromis. La migration ne s'arrête pas. Alors même que les faons apprennent à se tenir debout, le troupeau avance, une marche incessante à travers des paysages qui mettent à l'épreuve les limites de l'endurance. Les moustiques se multiplient à l'arrivée de l'été, les nuages étant si épais qu'ils obscurcissent l'horizon. Pour s'échapper, les caribous grimpent sur les crêtes balayées par le vent, se rassemblant en groupes denses et agités. Leurs peaux frémissent et leurs sabots piétinent tandis que les insectes les tourmentent, leur sapant sang et énergie. Pourtant, le troupeau continue d'avancer, poussé par l'attraction magnétique des lointaines aires de nourrissage. En automne, la toundra se pare d'or et de pourpre et les caribous repartent vers le sud. Les mâles s'affrontent dans des batailles de bois et de muscles, chacun luttant pour la domination pendant le rut. Leurs mugissements résonnants résonnent dans les vallées, rappelant que même au sein du troupeau, la compétition est féroce. En hiver, ils atteignent l'abri de la forêt boréale, où le lichen s'accroche sous la neige, une nourriture maigre mais vitale qui les soutient dans l'obscurité la plus profonde. Les caribous sont plus que de simples vagabonds. Ils sont les architectes du territoire, façonnant la toundra au gré de leur passage, nourrissant loups et ours, et transportant des nutriments à travers les écosystèmes. Les peuples autochtones les suivent depuis des millénaires, leurs vies étant étroitement liées aux grandes migrations. Dans chaque mue de bois, chaque empreinte de sabot gravée dans la boue se cache une histoire de survie, de résilience et de continuité. Et ainsi, le caribou poursuit sa marche, saison après saison, année après année. Sous les tempêtes et le soleil, à travers les rivières et les plaines, ces déplacements rythment le rythme de l'Arctique. C'est la grande migration du Nord. Si les caribous sont les vagabonds infatigables des portes de l'Arctique, les orignaux sont les monarques qui tiennent bon. Avec plus d'1,80 m au garrot et près de 450 kg, ils sont les géants incontestés de la famille des cervidés. Leurs larges bois en forme de palmier s'étendent comme une couronne, atteignant parfois plus de 2 mètres de diamètre, signe de puissance, de domination et de volonté de défendre leur territoire. Dans cette nature sauvage, la taille est essentielle à la survie et les orignaux sont bâtis comme des tanks. Ils pataugent dans les fourrés de saules et d'aulnes, leurs longues pattes étant parfaitement adaptées pour se frayer un chemin à travers les congères ou les zones humides marécageuses. Avec leurs lèvres préhensiles, ils dépouillent les branches, broutant sans fin, transformant les fourrés de saules en taupières en forme d'orignal. Ce que le caribou accomplit en mouvement, l'orignal l'accomplit en immobilité, une maîtrise silencieuse mais obstinée de son territoire. Mais l'automne aux portes de l'Arctique transforme ce calme en chaos. Alors que débute la courte et ardente saison du rut, le silence des vallées est brisé par les mugissements profonds et résonnants des orignaux mâles annonçant leur présence. Ils balancent leur bois à travers les arbres, arrachant l'écorce, secouant les branches, laissant leur odeur dans l'air comme une lettre de défi accrochée à la forêt. Des mâles rivaux répondent à l'appel. Lorsqu'ils se rencontrent, la toundra se transforme en champ de bataille. 2 titans chargent, leurs imposantes carcasses heurtant un craquement qui résonne dans la vallée. Les bois se bloquent, les muscles se tendent, et l'issue décide de l'accès aux femelles, de l'héritage, de la survie de leur lignée. Parfois, les combats sont brefs, l'un des mâles reculant, vaincu. D'autres fois, ils s'éternisent, les bois grattant et se tordant jusqu'à ce que l'un d'eux soit contraint à la soumission. Pourtant, même les vainqueurs ne sont jamais à l'abri. Dans la rude arithmétique de ce pays, chaque faiblesse est exploitée. Un mâle en rut, épuisé par le combat, peut trébucher sur le chemin des loups ou des grizzlies. Pour les prédateurs, un orignal épuisé est une opportunité, et ils tournent en rond avec patience. Les loups, minces et implacables, peuvent mettre le géant à l'épreuve avec des fléchettes et des coups rapides, le forçant à fuir, à épuiser ses dernières réserves de force. Un grizzly, avec sa puissance brute, peut tendre une embuscade sous le couvert des épicéas. Même les géants tombent en ces lieux,
Et lorsqu'ils le font, leurs corps nourrissent la terre, les corbeaux, les renards et les charognards invisibles de la nuit. Pourtant, les orignaux survivent. En hiver, lorsque les températures chutent et que la neige ensevelit la toundra, ils se réfugient dans les forêts d'épinettes, broutant tout ce qu'ils trouvent. Au printemps, les mères protègent leurs petits avec férocité, se tenant à distance du danger, frappant leurs petits avec des sabots assez puissants pour briser le crâne d'un loup. Chaque saison apporte son lot de nouvelles épreuves. Mais les orignaux survivent car ils ne sont pas seulement grands, ils sont résilients, prudents et inflexibles. De loin, ils semblent tout droit sortis de l'ère glaciaire, hirsutes, massifs, drapés de manteaux si lourds qu'ils semblent sculptés dans l'hiver lui-même. Ce sont les bœufs musqués, ces bêtes ancestrales qui peuplent ces terres arctiques depuis l'époque des mammouths. Dans les portes de l'Arctique, ils sont les gardiens du temps, la preuve vivante que la survie peut traverser des milliers de siècles glacés. Leur pelage est plus qu'une simple fourrure, c'est une véritable armure contre les hivers les plus rigoureux de la planète. Sous cette longue laine extérieure appelée poil de garde, se cache une sous-couche si douce et isolante qu'on lui murmure avec révérence « Kiviut ». 8 fois plus chaude que la laine de mouton et plus légère que l'air, elle permet aux bœufs musqués d'affronter des blizzards où même l'acier semble trembler. Alors que le vent hurle à travers la toundra, ils restent immobiles, inflexibles, la neige s'accumulant sur leur dos jusqu'à ressembler à des rochers plutôt qu'à des bêtes. Mais leur survie n'est pas seulement une histoire d'isolement. C'est aussi une histoire d'unité. Lorsque les prédateurs apparaissent, les loups en chasse, les yeux brillants dans la faible lumière, les bœufs musqués mettent en œuvre une défense perfectionnée au fil des millénaires. Le troupeau forme un cercle, les veaux bien au chaud au centre, les adultes tournés vers l'extérieur, cornes baissées. Ensemble, ils forment une forteresse de laine et de muscles, un mur qui gronde face à la menace. Les loups tournent en rond, cherchant des faiblesses, mais ils ne trouvent souvent que frustration. Briser le cercle, c'est s'attirer la colère des mères qui chargent comme des béliers, les cornes acérées à briser les os. La vie du bœuf musqué, cependant, n'est pas toujours synonyme de guerre. Ses journées sont souvent calmes, consacrées au pâturage d'herbes, de carex et de mousse de la toundra. Ses larges sabots répartissent leur poids sur la neige, lui permettant de creuser avec des mouvements amples, découvrant ainsi la nourriture cachée sous la croûte de glace. C'est un rythme lent et réfléchi. Manger, se déplacer, endurer. Dans ce monde gelé, la patience est l'essence même de la survie. Et pourtant, même les puissants bœufs musqués ne sont pas invincibles. En été, les insectes piqueurs les rendent presque fous, les forçant à se réfugier sur les crêtes balayées par le vent où la brise peut leur apporter un peu de répit. En hiver, les petits gèlent parfois avant de pouvoir devenir forts. Les loups, toujours à l'affût, s'attaquent aux faibles et aux lents. Leur existence est un équilibre entre force et fragilité, rappelant que même les survivants de l'ère glaciaire vivent à la merci de l'Arctique. Pourtant, il y a quelque chose d'éternel dans leur présence. Observer un troupeau franchir une crête à l'aube, la vapeur s'échappant de leur corps dans l'air froid, c'est entrevoir le battement de cœur ancestral de cette terre. Loin au-dessus de la toundra et de la forêt, là où les montagnes des portes de l'Arctique s'enfoncent dans les nuages, une vie différente s'accroche à sa survie. Ici, sur des falaises abruptes et des rochers escarpés, vivent les mouflons de dalles, silhouettes blanches et fantomatiques se déplaçant sur la pierre grise. Ils sont parfaitement taillés pour ce monde vertical, leurs sabots agiles s'agrippant à de minuscules corniches qu'aucun prédateur n'ose suivre. Vivre ici, c'est jouer avec la gravité chaque jour, mais pour ces moutons, le jeu en vaut la chandelle. Les falaises offrent un refuge.
Les loups peuvent chasser les caribous à travers les vallées, les ours creuser des terriers dans la toundra pour trouver des écureuils terrestres, mais peu de prédateurs sont assez audacieux pour tenter leur chance sur une pente abrupte. Les aigles peuvent survoler la région, espérant un faux pas d'un agneau, mais les adultes tiennent bon, avançant avec une assurance calme qui semble presque surnaturelle. Ils connaissent les règles de ce domaine élevé et les respectent à la lettre. Pourtant, même dans ce sanctuaire, la vie n'est pas facile. Les hivers sont rigoureux. Le vent balaie les pentes, projetant la neige sur les rochers. Les moutons creusent les congères pour atteindre les lichens et les plantes alpines robustes qui s'accrochent à la vie ici. Être un mouflon de dalle, c'est endurer la faim, le froid et la menace constante de glisser dans le vide. Mais les épreuves façonnent la résilience et elles façonnent aussi le spectacle. À l'automne, les béliers entament leur lutte pour la domination. Leurs cornes recourbées, massives et lourdes, sont plus que de simples ornements. Ce sont des armes. 2 béliers s'affrontent, plantent leurs sabots et chargent tête baissée dans un claquement tonitruant. Le son résonne dans la vallée, tel le battement de tambour des montagnes elles-mêmes. Ils s'affrontent encore et encore, parfois jusqu'à 20 fois au cours d'un même combat, jusqu'à ce que l'un d'eux cède. Le vainqueur obtient le droit de se reproduire, transmettant sa force et son endurance à la génération suivante. Assister à ces combats, c'est voir la survie à l'état brut se distiller en rituel. Il ne s'agit pas de tuer, mais de prouver. Les cornes racontent l'histoire du temps et des luttes. Chaque boucle et chaque crête témoignent des années passées dans cette terre impitoyable. Les béliers portent leur histoire sur leur tête et les montagnes la leur renvoient à chaque affrontement. Pour les brebis et les agneaux, la vie est plus calme, mais tout aussi exigeante. Ils se déplacent prudemment le long des crêtes, apprenant aux jeunes où poser leurs pieds, à garder l'équilibre et à détecter le danger dans le vent. Les agneaux grandissent vite, mais chaque faux pas peut être fatal. Durant les premières semaines de vie, la survie repose sur de minuscules sabots et un instinct aiguisé. Les mouflons de dalle ne sont pas seulement des survivants, ils sont aussi des symboles de pureté et d'endurance. Leur pelage blanc comme neige se fond dans les sommets, faisant d'eux des créatures de pierre et de ciel. S'il est une créature qui incarne à la fois la peur et le respect dans la nature arctique, c'est bien le grizzly. Énorme, puissant et inventif, les grizzlies sont les maîtres de la survie dans un territoire où règne la prospérité et la famine. Ce ne sont pas de simples prédateurs, ce sont des opportunistes, des charognards, des gardiens de leurs oursons et des symboles vivants d'une nature sauvage et sauvage. Durant le court été arctique, la terre explose de vie et les ours se réveillent de leur long sommeil hivernal, affamés et déterminés. Dotés d'un odorat 1000 fois plus fin que le nôtre, ils détectent la nourriture à des kilomètres à la ronde, les baies mûrissant dans la toundra, les saumons remontant le courant, ou l'odeur persistante d'une carcasse de caribou cachée dans l'herbe. Rien n'est gaspillé. Ils se gavent de baies jusqu'à ce que leur museau se teinte de violet. Ils plongent dans les rivières à une vitesse étonnante pour attraper les saumons qui se débattent, et ils n'hésitent pas à voler la proie d'un loup si l'occasion se présente. Chaque repas constitue un apport aux réserves de graisse dont ils auront besoin pour supporter le silence glacial de l'hiver. Mais si les grizzlies sont souvent imaginés comme des tueurs impitoyables, la réalité est plus complexe. À bien des égards, ce sont des économes de l'énergie. Attaquer un orignal ou un caribou est risqué et épuisant. À moins d'être affamé, ils privilégient donc des aliments plus faciles, poissons, baies, insectes ou restes de charogne. Leurs griffes massives, acérées comme des couteaux, sont aussi utiles pour déterrer des racines ou retourner des pierres à la recherche de larves que pour se défendre contre leurs rivaux. À mesure que les jours raccourcissent, les grands préparatifs commencent. À l'automne, les grizzlies entrent dans une phase appelée hyperphagie, une frénésie biologique où ils consomment des milliers de calories chaque jour. Chaque poisson pêché, chaque baie avalée se transforme en graisse, leur sésame pour les mois d'obscurité à venir. Et puis vient le silence. L'hiver s'abat sur la toundra, ensevelissant rivières, forêts et vallées sous des manteaux de neige. Tandis que le sol se durcit et se mutile,
les grizzlies disparaissent dans des tanières cachées, creusées profondément dans les pentes ou sous des racines enchevêtrées. Là, ils s'abandonnent à l'hibernation, leur rythme cardiaque ralentissant, leur corps conservant chaque once d'énergie stockée. Les femelles enceintes donnent naissance dans ce sanctuaire, allaitant leurs oursons aveugles et fragiles dans l'obscurité de leur tanière, bien avant le retour des premières lueurs du printemps. Lorsque les oursons émergent enfin, des mois plus tard, ils s'aventurent dans un monde dangereux, protégés par une mère farouchement dévouée. Pendant près de 2 ans, elle leur apprend tout: pêcher en eau tumultueuse, se nourrir parmi les arbustes à baies et reconnaître le danger. Chaque leçon est une question de survie. Mais même sous sa protection, les chances sont minces. Nombre d'entre eux ne survivent pas aux prédateurs, à la famine ou à la concurrence féroce de la nature. Pourtant, ceux qui survivent deviennent de redoutables gardiens de la terre que les humains craignent et admirent à la fois. Dans les étendues silencieuses de l'Arctique, rares sont les créatures qui incarnent à la fois mystère et maîtrise comme le loup. Ils évoluent comme des ombres sur la toundra et la forêt, tels des traqueurs silencieux qui vivent de leur unité. Ici, sur cette terre impitoyable, les loups ne sont pas que des prédateurs. Ils sont les artisans de l'équilibre, façonnant les populations et rappelant à tous ceux qui les observent que la survie est une question de patience, d'intelligence et de force. L'image la plus emblématique des loups de l'Arctique est liée aux vastes migrations des caribous. Année après année, des meutes suivent les grands troupeaux de caribous de l'Arctique de l'Ouest, se déplaçant au rythme de leur déplacement à travers les rivières gelées et les plaines infinies. Pour les loups, ces migrations sont à la fois un festin et un défi. Ils ne peuvent se permettre de gaspiller leur énergie à traquer chaque animal. Alors, ils étudient, attendent et choisissent. Leurs yeux scrutent des milliers de pattes en mouvement jusqu'à ce qu'ils trouvent le faible, le malade ou le très jeune. Alors, la chasse commence. Mais les loups ne sont pas téméraires. Ils se déplacent avec stratégie. Une meute encercle sa cible, s'étendant comme un filet. Certains s'élancent pour tester la vitesse du caribou, d'autres bloquent les voies de fuite, tandis que d'autres encore restent en retrait, prêts à se rapprocher au moment opportun. La chasse est une danse d'endurance, une épreuve de force entre la force du caribou et la patience des loups. Parfois, la proie s'échappe. Parfois, les loups gagnent. Quoi qu'il en soit, la chasse est un fil conducteur indissociable de la vie arctique. Le secret de leur survie ne réside pas seulement dans leurs dents, mais dans leurs liens sociaux. Les loups vivent et chassent en meute, et chaque meute est dirigée par un couple alpha, un mâle et une femelle, qui guident le groupe avec autorité et expérience. Contrairement au mythe de lutte de domination constante, les meutes de loups fonctionnent souvent comme des familles. Les alphas ne sont pas des tyrans, mais des chefs, élevant les petits, coordonnant les chasses et maintenant la paix au sein du groupe. Les jeunes loups apprennent leur place et contribuent à la survie de la meute en attendant leur tour de prendre les rênes. Les petits naissent dans des tanières creusées à flanc de collines ou sur les berges des rivières, leurs petits cris perturbant le silence arctique au printemps. Pendant des semaines, toute la meute gravite autour d'eux. Les aînés aident à garder la tanière, tandis que les chasseurs rapportent de la nourriture aux mères allaitantes. Cette collaboration assure à la génération suivante les meilleures chances de survie dans un pays où les erreurs sont rarement pardonnées. À l'automne, les petits sont suffisamment audacieux pour participer aux chasses, testant leur force et apprenant le rythme de vie de leurs aînés. Les loups sont plus que des chasseurs, ce sont des prédateurs clés. Leur présence contrôle les populations de caribous, prévient le surpâturage de la toundra et assure l'équilibre entre la végétation, les proies et les prédateurs. En éliminant les plus faibles des troupeaux, les loups renforcent l'espèce. En cas d'échec, les caribous prospèrent, démontrant ainsi l'étroite imbrication des destins des deux espèces. Au crépuscule, lorsque la lumière arctique s'adoucit,
Le hurlement d'un loup résonne à travers la toundra. C'est un appel aux compagnons de meute, un avertissement aux rivaux et un chant à la nature sauvage elle-même. Il parle d'unité, de survie et d'un rythme ancestral qui résonne encore fort dans ce monde glacé. Dans le cœur de la nuit arctique, les loups en sont la voix. Dans le silence feutré de la forêt boréale, où la neige étouffe tous les bruits et où les ombres se faufilent entre les épinettes et les bouleaux, vit un fantôme que peu de gens voient, le lynx du Canada. Avec ses oreilles touffues comme des flammes noires et ses pattes larges comme des raquettes, le lynx est un maître de la furtivité, un animal qui transforme le silence en outil de chasse. Le lynx est un chat sauvage de taille moyenne, mais ne vous y trompez pas. Il est parfaitement adapté à la survie en lisière de forêt arctique. Ses pattes surdimensionnées agissent comme des raquettes intégrées, lui permettant de marcher sur la neige profonde où s'enfoncent des prédateurs plus lourds. Sa fourrure épaisse et givrée se fond harmonieusement dans le paysage pâle, le faisant disparaître comme de la fumée lorsqu'il se déplace. Grâce à sa vue et à son ouïe perçante, le lynx peut détecter le moindre bruissement sous la neige. Mais ce qui définit véritablement ce félin, c'est sa relation ancestrale avec une espèce, le lièvre d'Amérique. Si l'Arctique abritait une fable où prédateurs et proies dansent éternellement, le lynx et le lièvre en seraient les protagonistes. Les populations de lièvres fluctuent selon un cycle de 10 ans, et celles de lynx les reflètent presque parfaitement. Lorsque les lièvres sont nombreux, les lynx prospèrent. Les portées sont plus nombreuses, les taux de survie plus élevés, et les félins sont audacieux. Lorsque les populations de lièvres s'effondrent, les lynx sont confrontés à la famine, leur portée diminue et certains se dispersent à la recherche de nouveaux territoires de chasse. Ce cycle façonne non seulement le lynx, mais aussi la forêt elle-même. Le lièvre d'Amérique est un brouteur vorace, dépouillant les jeunes arbres et arbustes. Lorsque leur nombre augmente, il transforme le sous-bois. Lorsqu'il décline, la végétation se reconstitue, créant un rythme rythmé dans le monde boréal. Le lynx, porté par ses vagues d'abondance et de rareté, est à la fois prédateur et participant au rythme de la forêt. Malgré leur dépendance aux lièvres, les lynx sont flexibles. Ils chassent des tétras, des écureuils et même de jeunes cerfs si l'occasion se présente. Pourtant, ce ne sont jamais des chasseurs gaspilleurs. Chaque proie est précise, rapide et généralement délivrée d'une seule morsure puissante. Contrairement aux loups, qui chassent en meute, les lynx sont des ombres solitaires, préférant la patience à la force brute. Les rencontres avec les humains sont rares. Un lynx peut vous observer depuis les arbres, invisible, lorsque vous passez. Les photographes peuvent passer des semaines à traquer des traces, des empreintes de pattes dans la neige, des griffures sur les troncs d'arbres, des touffes de poils accrochées à l'écorce, sans jamais en apercevoir plus qu'un bref aperçu. En apercevoir un, c'est avoir l'impression que la forêt elle-même a choisi de vous révéler un secret. En automne, le pelage du lynx se fait encore plus hirsute, le préparant à l'hiver rigoureux. À l'approche de la saison des amours, généralement à la fin de l'hiver, les mâles errent au loin, leurs hurlements obsédants résonnant dans les bois silencieux. Les chatons naissent au printemps, généralement à l'abri des troncs d'arbres tombés ou des fourrés denses. La mer les protège farouchement, leur apprenant à traquer et à bondir avant qu'ils ne s'enfuient. Dans les portes de l'Arctique, le lynx demeure une énigme, rare, insaisissable mais pourtant essentielle. Il incarne le rôle de prédateur silencieux qui équilibre la vie à la lisière de la forêt, veillant à ce qu'aucune espèce ne fasse pencher la balance trop haut. Parler du lynx, c'est évoquer le mystère lui-même, un rappel que certaines des forces les plus puissantes de la nature ne sont pas les plus bruyantes, mais celles qui se glissent, invisibles, dans la neige. Là où la toundra rencontre la forêt et où les vents glacés balayent le pays sans opposition, deux survivants rusés patrouillent la nature sauvage. Le renard roux et son cousin, plus petit et glacial, le renard arctique. Tous deux sont des opportunistes, des filous du Nord, qui s'épanouissent dans un pays où la chance sourit aux adaptables. Le renard roux, avec son pelage flamboyant et sa queue touffue, est un animal familier dans une grande partie du monde. Mais ici,
aux portes de l'Arctique, il a repoussé son aire de répartition jusqu'aux limites de la survie. Plus grand et plus polyvalent que le renard arctique, il prospère là où la forêt boréale s'étend jusqu'à la toundra, chassant les rongeurs, pillant les nids d'oiseaux et récupérant les proies des grands prédateurs. Vif et audacieux, le renard roux est toujours à la recherche d'opportunités. À la traîne des meutes de loups, il attend patiemment les restes, s'élançant une fois la frénésie retombée. Ce que les loups abandonnent, une côte à moitié mâchée, des lambeaux de tendons, le renard le réclame avec empressement. Ce n'est pas l'orgueil qui le nourrit, mais le pragmatisme. Dans un pays où chaque calorie compte, la récupération est une stratégie aussi noble que la plus audacieuse des chasses. Le renard arctique, en revanche, est une créature taillée dans l'hiver lui-même. Plus petit, plus rond, doté d'une fourrure si dense qu'on le dit le plus chaud de tous les mammifères, il prospère dans des conditions qui mettent à l'épreuve même les espèces les plus robustes. En été, son pelage brun et tacheté se fond harmonieusement dans les lichens et les pierres de la toundra. Mais lorsque l'hiver s'installe, il se transforme en fantôme, d'un blanc immaculé, disparaissant dans les congères où il a élu domicile. Contrairement au renard roux, le renard arctique s'enfonce plus profondément dans les étendues arides et dénudées d'arbres. Il suit les troupeaux de caribous, chassant les loups, comme son cousin, mais se fiant aussi à ses sens aiguisés pour repérer les lemmings et les campagnols enfouis sous la neige. L'oreille finement éveillée au moindre mouvement, il écoute, immobile comme une pierre, avant de s'élancer dans les airs et de plonger tête la première à travers la croûte pour saisir sa proie. Ce saut de chasse spectaculaire, à la fois gracieux et précis, est l'un des spectacles les plus emblématiques de l'Arctique. Bien que rivaux par endroits, le renard roux et le renard arctique se croisent rarement ici. Là où la forêt persiste, le renard roux domine. Là où la toundra s'étend, le renard arctique règne en maître. Pourtant, le changement climatique qui réchauffe le Grand Nord a commencé à perturber cet équilibre fragile. À mesure que la forêt s'enfonce lentement dans la toundra, les renards roux étendent leur territoire, surpassant parfois leurs cousins plus petits. Pour l'instant, cependant, les deux espèces persistent, chacune occupant son territoire dans les niches creusées par la glace et la forêt. Au printemps, les tanières de renards s'animent de petits joueurs. Les mères rapportent des bouchées, des poussins de lagopèdes, du poisson ou des restes de charogne, tandis que les jeunes se bousculent et se disputent à l'entrée de la tanière. C'est une brève saison d'abondance, une période où la survie semble facile. Mais l'hiver revient toujours, et avec lui, la véritable épreuve pour le renard. Qu'ils soient drapés de roux ou vêtus de blanc, les renards de l'Arctique incarnent la ruse et la résilience. Charognards, chasseurs et survivants, ils prospèrent dans les marges laissées par les plus grandes bêtes. Sur cette terre de géants, le renard est la preuve que même les plus petits prédateurs peuvent survivre, non pas par leur force, mais par leur intelligence. Au-dessus des vallées arctiques et des falaises balayées par le vent, des ombres fendaient silencieusement la neige. Ce sont les maîtres du ciel, les aigles royaux et les faucons gerfaux, des prédateurs dont les territoires de chasse s'étendent à travers la toundra, les montagnes et les rivières glacées. Dans un pays où la survie est impitoyable, ces oiseaux incarnent la précision, la patience et la puissance. L'aigle royal est un titan des cieux, ses ailes s'étendant sur plus de 2 mètres, ses plumes sombres scintillant dans la lumière pâle. Lorsqu'il plane au-dessus des crêtes, les petits animaux se dispersent instinctivement. Rien n'échappe à son regard. À des centaines de mètres d'altitude, un aigle peut repérer le frémissement d'une oreille de lièvre ou la course d'une marmotte sur les rochers. Il attend, suspendu en silence, avant de replier ses ailes et de piquer à près de 240 km/h, telle une flèche vivante de muscles et de cerre. Un seul coup suffit souvent. Un lièvre d'Amérique ou un jeune caribou a rarement la moindre chance face à ses puissantes griffes. Mais il n'est pas le seul à régner sur les cieux. Le faucon gerfaux, le plus grand faucon du monde, est un fantôme du Nord. Élégant, rapide et implacable, il est taillé pour la poursuite à grande vitesse. Contrairement à l'aigle, qui mise sur la force et l'effet de surprise, le faucon gerfaux prospère grâce à son endurance et sa vitesse. Avec des battements d'ailes rapides, il poursuit le lagopède à travers la toundra, vrillant et plongeant dans un duel aérien qui peut durer des minutes.
Le vol du faucon est une épreuve d'endurance, et lorsqu'il remporte la victoire, le résultat est rapide et brutal. Leur présence est plus qu'un spectacle, elle est équilibrée. Sans ces chasseurs, des proies comme le lagopède, le lièvre ou le spermophile se multiplieraient sans contrôle, dépouillant de leur végétation les fragiles écosystèmes. Chaque chasse réussie, chaque poursuite, chaque proie abattue maintient l'équilibre de l'Arctique. Le ciel, autant que la terre, détermine la survie de la toundra. Les nids sont construits en hauteur sur des falaises, des affleurements rocheux ou même sur des plateformes abandonnées pour les corbeaux. Ici, aigles royaux et faucons gerfaux élèvent leurs petits contre les vents impitoyables. Les poussins, affamés et exigeants, dépendent des chasses quotidiennes de leurs parents. Une couvée d'aiglons peut consommer plusieurs kilos de viande chaque jour, un lourd fardeau dans une région où la nourriture n'est jamais garantie. Les parents risquent souvent des chasses dangereuses pour subvenir aux besoins de leurs petits, sachant qu'un échec pourrait signifier leur mort. D'autres créatures connaissent la puissance de ces prédateurs ailés. Les renards se faufilent près des sites de nidification, espérant dérober œufs ou oisillons. Les corbeaux assaillent les grands oiseaux dans les airs, tentant de les chasser de leur territoire. Pourtant, l'aigle et le faucon perdurent, comme ils le font depuis des siècles, enfermés dans le cycle éternel du chasseur et de la proie. Et lorsque le soleil de minuit brille à l'horizon, ou lorsque l'obscurité hivernale s'installe, ces oiseaux demeurent les sentinelles du ciel arctique. Silencieux, patients et mortels, ils nous rappellent que la survie dans cette nature sauvage n'appartient pas seulement aux animaux terrestres, mais aussi à leurs regards perçants et à leurs ailes agiles. S'il est un animal qui incarne véritablement le drame de la survie en Arctique, c'est bien le lièvre d'Amérique. À première vue, il ressemble à un simple lapin aux pattes surdimensionnées et aux moustaches frétillantes, mais cette petite créature est l'un des acteurs les plus importants de la nature sauvage du Nord, façonnant discrètement le destin des prédateurs et des forêts. Le lièvre d'Amérique est surtout connu pour ses cycles démographiques emblématiques, marqués par des fluctuations. Environ tous les 10 ans, sa population explose en forêt boréale et en bordure de toundra. Le sol semble s'animer de formes blanches bondissantes en hiver et de traînées brunes en été. Il se nourrit avec voracité, dépouillant saules, bouleaux et autres arbustes, et son abondance nourrit une multitude de prédateurs. Puis, comme par un mécanisme invisible, la population s'effondre. La forêt se calme. Les prédateurs s'appauvrissent. Et le cycle recommence. Ces fluctuations se répercutent sur le réseau trophique, faisant du lièvre non pas un simple herbivore, mais une espèce clé de l'écosystème arctique. La saisonnalité est inscrite sur tout le corps du lièvre d'Amérique. Ses pattes arrière surdimensionnées agissent comme des raquettes naturelles, répartissant le poids de son corps pour lui permettre de franchir les congères à une vitesse étonnante. En un clin d'œil, il peut bondir de plusieurs mètres, zigzagant à travers les broussailles pour échapper aux prédateurs. Mais son adaptation la plus remarquable réside dans son pelage. En été, sa fourrure est d'un brun chaud, se fondant harmonieusement dans la litière de feuilles mortes et les sous-bois. À l'approche de l'hiver, il mue et se pare d'un manteau blanc éclatant, un déguisement contre la neige. Pourtant, le changement climatique complique cette stratégie. Lorsque la neige arrive tard ou fond tôt, les lièvres se distinguent comme des cibles lumineuses, leur camouflage ne correspondant pas au paysage. Pour beaucoup, ce mauvais timing peut être fatal. Les prédateurs dépendent fortement du lièvre. Le lynx, en particulier, est voué à son sort. Lorsque les lièvres sont nombreux, leur nombre grimpe en flèche, leurs portées sont plus nombreuses et leur taux de survie plus élevé. Lorsque la population de lièvres s'effondre, les lynx disparaissent, presque morts de faim, certains parcourant de vastes distances à la recherche de nourriture. Les hiboux, les renards, les coyotes et même les aigles chassent également le lièvre, leur sort fluctuant au même rythme décennal. Mais le lièvre d'Amérique est plus qu'une victime dans ce cycle éternel de traque. Son broutage façonne la végétation même du Nord. Lors des périodes d'expansion démographique, les saules et les jeunes bouleaux sont dénudés,
ce qui influence les plantes qui dominent la lisière de la forêt. Le lièvre contribue ainsi à sculpter le paysage arctique, modifiant les habitats qui, à leur tour, affectent d'autres espèces. La vie d'un lièvre est brève et périlleuse. Rares sont ceux qui vivent plus d'1 an, et presque toutes les créatures environnantes semblent les convoiter. Pourtant, grâce à leur nombre, leur rapidité et leur camouflage, ils survivent. Chaque printemps, alors que de nouvelles générations arrivent au monde, ils ravivent le cœur de la chaîne alimentaire arctique. Le lièvre d'Amérique ne rugit peut-être pas comme un ours, ni ne plane comme un aigle, mais dans le drame silencieux de la survie, il est le pouls de la lisière boréale. Dans son ascension et sa chute, il porte en lui le destin des prédateurs, des plantes et de l'équilibre même de la nature sauvage arctique. Sous la neige, là où les vents arctiques ne peuvent atteindre, la vie continue en miniature. Ici, dans un monde caché de tunnels et de terriers, les lemmings et leurs congénères rongeurs grouillent sans cesse, minuscules artisans de la survie. À première vue, ils peuvent paraître insignifiants, de simples boules de poils de la taille d'un poing, mais en réalité, ils sont le cœur battant du réseau alimentaire arctique. Les lemmings sont peut-être les plus célèbres petits mammifères de la toundra, tristement célèbres dans le folklore pour leur prétendu suicide collectif, un mythe créé par de vieux films et des malentendus. En réalité, les lemmings sont bien trop occupés à survivre pour mettre en scène de tels spectacles tragiques. Leur vie s'articule autour d'un cycle constant: manger, se reproduire et éviter d'être mangés. Et ils se reproduisent à une vitesse étonnante. Une seule femelle lemming peut donner naissance à plusieurs portées en un été, chacune avec plusieurs petits. Lorsque les conditions sont réunies, les populations explosent, recouvrant la toundra d'une marée de minuscules corps. Ces explosions démographiques ne sont pas négligeables. Quand les lemmings prospèrent, tout le reste prospère. Les harfans des neiges élèvent des couvées plus nombreuses, les hermines s'engraissent et s'enhardissent, les renards trouvent des proies faciles, et même les loups en profitent indirectement. À l'inverse, lorsque les populations de lemmings s'effondrent, comme c'est inévitablement le cas tous les 2 ou 3 ans, les prédateurs meurent de faim, se déplacent, ou sont contraints de prendre des risques accrus en chassant des proies plus grosses. L'humble lemming, par sa seule existence, orchestre une grande symphonie de survie dans tout le nord. Mais la vie sous terre n'est pas plus facile. L'hiver force ses rongeurs à pénétrer dans la zone subnivéenne, la couche cachée entre la neige et le sol, où ils rongent racines, herbes et mousse. Leurs tunnels deviennent des autoroutes de survie, sillonnant le monde blanc du dessus. Ici, lemmings et campagnols échappent au froid glacial et aux serres perçantes des faucons et des hiboux. Pourtant, même dans ce sanctuaire caché, le danger rôde. Le nez fin des renards flaire leurs terriers et les belettes, longues, sinueuses et impitoyables, se glissent dans leurs couloirs enneigés tels des assassins. Les rongeurs de l'Arctique sont bien plus que de simples lemmings. Les campagnols se faufilent à la lisière des forêts, rongeant l'écorce et les racines, tandis que les spermophiles creusent de profondes chambres d'hibernation dans les prairies alpines. Le spermophile arctique détient d'ailleurs un record remarquable. Il laisse sa température corporelle descendre en dessous de 0 pendant l'hibernation, devenant ainsi le mammifère vivant le plus froid. Pendant des mois, il reste en état d'animation suspendu, un petit miracle d'endurance. Des cris obsédants du harfang des neiges à l'ombre furtive d'une hermine en chasse, tous ces drames trouvent leur origine dans les rongeurs. Ils sont la pierre angulaire de la vie arctique, le carburant invisible qui alimente les grands prédateurs. Sans eux, la toundra serait silencieuse, privée de son rythme cardiaque.
Si l'Arctique a ses architectes, aucun ne rivalise avec le castor, ce bâtisseur de zones humides à la queue plate et aux dents proéminentes, infatigable et travailleur. Là où la plupart des animaux s'adaptent au paysage, le castor ose le remodeler. Donnez-lui un filet d'eau, un saule ou un bouleau à proximité, et vous découvrirez bientôt un chef-d'œuvre d'ingénierie surgissant des eaux peu profondes. Un barrage robuste et réfléchi, transformant un ruisseau en étang. Chaque bâton est soigneusement choisi, mâché et ajusté. La boue est enduite comme du mortier, et le courant lui-même est dompté. Ce qui n'était autrefois qu'un simple ruisseau se transforme aujourd'hui en un bassin regorgeant de vie nouvelle. Les grenouilles coassent dans les eaux peu profondes, les canards barbotent sur les ondulations, et les poissons, autrefois bloqués dans les ruisseaux estivaux qui se rétrécissent, trouvent soudain un refuge. Mais l'exploit le plus remarquable du castor ne réside pas seulement dans son barrage. C'est aussi dans sa hutte, une forteresse de branches, de rondins et de boue, dressée au-dessus de la surface de l'eau, dotée d'entrées sous-marines secrètes qui tiennent les prédateurs à distance. À l'intérieur, les chambres sont chaudes, sèches et étonnamment spacieuses. Des familles de castors s'y blottissent pendant le long hiver arctique, se nourrissant de brindilles stockées sous l'eau, à l'abri sous la glace. Tandis que d'autres animaux peinent à supporter le froid, les castors prospèrent dans leurs sanctuaires improvisés. Ces zones humides ne servent pas seulement les castors. Elles se propagent vers l'extérieur, transformant des écosystèmes entiers. Lorsque les castors ralentissent le débit d'une rivière, les sédiments se déposent. Les herbes poussent. Les mares peu profondes attirent les insectes qui attirent des nuées d'oiseaux affamés. Les orignaux pataugent dans l'eau pour brouter les plantes aquatiques. Même les prédateurs en profitent. Loups et renards patrouillent les bords des étangs, sachant que leurs proies s'y rassembleront. Le castor, sans le savoir, devient une espèce clé, son travail soutenant la vie bien au-delà de sa hutte. En hiver, lorsque la toundra semble gelée et sans vie, les étangs des castors sont encore vivants sous la glace. L'oxygène circule dans les eaux ralenties, maintenant les poissons en vie. Les loutres plongent sous la surface gelée, se faufilant entre les barrages qui ont créé ce havre. La vie s'accroche parce que les castors ont construit le terrain propice à sa survie. Mais être ingénieur en zones humides comporte des dangers. Les loups peuvent rôder sur les berges enneigées, guettant un pas imprudent. Au printemps, les ours peuvent griffer une hutte, testant sa résistance. Pourtant, les défenses du castor, l'eau, le bois et l'ingéniosité, tiennent généralement bon. Leur stratégie ne repose ni sur la vitesse ni sur la force, mais sur la patience et la construction. Et, plus étonnant encore, l'héritage d'une seule famille peut perdurer des générations. Longtemps après l'abandon d'une hutte, l'étang subsiste, se remplissant lentement de limon, devenant une prairie, puis une forêt. L'empreinte du castor persiste dans la terre, créant de nouveaux habitats selon un cycle qui s'étend sur des décennies. Dans le grand récit de l'Arctique, le castor n'est ni le plus grand ni le plus redouté. Il ne plane pas, ne traque pas et ne se précipite pas. Pourtant, peu de créatures exercent une influence aussi discrète. Avec ses dents et sa ténacité, le castor transforme l'eau en sanctuaire, façonnant la nature sauvage non pas par son rugissement ou ses griffes, mais par son design. L'Arctique, malgré sa rudesse, n'est pas une terre de pénurie permanente. Chaque été, à mesure que la neige fond et que les rivières grondent d'une vie nouvelle, la toundra se transforme en pouponnière mondiale. Pour une brève période de chaleur et d'abondance, des millions d'oiseaux migrateurs arrivent des quatre coins du monde, attirés par l'Arctique tels des pèlerins en quête d'un sanctuaire. Venus d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs, les oiseaux entreprennent des voyages stupéfiants qui dépassent l'imagination. De minuscules bécassos, pas plus gros qu'un poing, peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans s'arrêter, battant des ailes sans relâche au-dessus des océans et des tempêtes. Les sternes arctiques, célèbres voyageurs du règne animal, effectuent la plus longue migration de toutes.
voyageant d'un pôle à l'autre, à la poursuite de l'été éternel à travers le globe. À leur arrivée, leurs voix emplissent le ciel en un chœur qui proclame « La vie est revenue dans la toundra ». Les paysages plats et ouverts de l'Arctique sont parfaits pour la nidification. Avec peu d'arbres où se cacher, les oiseaux creusent les creux peu profonds du sol, les tapissent de plumes ou de mousse et pondent leurs précieux œufs sur le sol de la toundra. Ici, les prédateurs sont nombreux. Renards, labs et goélands, tous en quête d'un repas facile. Mais les oiseaux jouent sur le timing. En été, la nourriture est partout. Les insectes grouillent dans l'air en nuages, remplissant la bouche des oisillons affamés. De jeunes pousses de carex et d'herbes verdissent les plaines. Pendant quelques mois frénétiques, l'Arctique devient une terre de festin. Les oies arrivent en armée, leurs cris stridents résonnant dans les zones humides et les rivières. Oies des neiges, bernaches cravants et bernaches du Canada peuplent les marais, broutant herbes et joncs. Les oiseaux de rivage comme les pluviers et les bécassos variables se précipitent le long des berges, leurs oisillons quittant rapidement le nid pour se nourrir. Au-dessus, l'élégant labe à longue queue patrouille, dérobant sa nourriture aux autres oiseaux lors de combats aériens. Le ciel lui-même devient un champ de bataille pour la survie. Mais même dans cette abondance, le danger existe. Des tempêtes peuvent frapper soudainement, glaçant les oisillons avant qu'ils ne soient assez forts pour voler. Des prédateurs guettent à chaque recoin, des renards prêts à s'emparer des œufs aux mouettes qui fondent sur les nouveau-nés. Les parents défendent leur nid avec tout ce qu'ils ont, certains feignant des ailes brisées pour éloigner les prédateurs, d'autres plongeant sans crainte sur les intrus. Pour les oiseaux, le timing est primordial. Ils doivent arriver, se reproduire et élever leurs petits, tout cela dans la courte période de l'été arctique. Avec le retour des premières gelées fin août, le grand départ commence. Le ciel se remplit de volées en direction du sud, reprenant ainsi le cours de leurs épopées. Certains ne survivront pas. Les vols sont longs et les dangers nombreux. Chasseurs, tempêtes, épuisement et réduction des zones humides sur les routes migratoires. Mais pour ceux qui survivent, la récompense est la continuation de l'un des cycles les plus impressionnants de la nature. L'Arctique peut sembler une nurserie improbable, mais pour des millions d'oiseaux, c'est le cœur même de la vie. L'Arctique n'est pas seulement le royaume des ours et des loups, c'est aussi un carrefour du monde où des créatures de tous les continents se rassemblent, ne serait-ce que pour une saison éphémère, pour assurer la survie de leur espèce. À l'aube, les zones humides de l'Arctique s'éveillent, non pas dans le silence de la neige, mais en musique. Les cris des huards résonnent sur les lacs aux eaux miroitantes, tels des échos venus d'un autre monde. Les cygnes trompettes s'élèvent des roseaux, leurs immenses ailes battant des rythmes lents et posés qui résonnent presque comme des tambours dans la brume matinale. Les canards se dispersent dans des élans nerveux, tandis que les oies étirent le cou, caquetant en chœur comme si elles répétaient pour leur long voyage vers le sud. Les zones humides du nord peuvent paraître fragiles, mais pour ces oiseaux, ce sont des sanctuaires de vie, des nurseries bercées par le froid. Le huard, avec son cri envoûtant, est depuis longtemps surnommé la voix de la nature sauvage. Tête noire, bec en forme de poignard et yeux comme des charbons ardents, il se glisse sous l'eau avec la grâce d'un fantôme. Sous la surface, il chasse avec une précision parfaite, poursuivant les poissons à travers des ombres liquides. Pour le huard, ces lacs immaculés sont à la fois leur foyer et leur terrain de chasse.
Les couples reviennent aux mêmes eaux année après année, défendant farouchement leur territoire contre les intrus. Le cri du huard n'est pas seulement un son, c'est une revendication, une déclaration que ce plan d'eau leur appartient, à eux et à leurs petits. Non loin de là, les cygnes se rassemblent en groupes familiaux, les plus grands oiseaux aquatiques des zones humides. Leur élégance cache leur force. L'envergure d'un cygne trompette peut dépasser 2 mètres, et une fois en l'air, il semble inarrêtable. Pourtant, les cygnes sont des parents dévoués et leur lien avec leurs jeunes cygnaux est tendre. Leurs jeunes, gris et duveteux, suivent leurs parents, vulnérables et lents, tandis que les adultes surveillent constamment les prédateurs. L'Arctique est peut-être riche en nourriture en été, mais il est aussi riche en dangers. Les aigles tournent en rond dans le ciel. Les renards se faufilent le long du rivage. Même un brochet hargneux tapi dans les eaux peu profondes peut menacer un caneton ou un oison. Pour chaque nouvelle vie qui naît, un défi doit être relevé. Les canards prospèrent également dans ces zones humides, même si leur vie y est souvent plus courte et plus rude. Canard colvert, fuligule milouinant, canard pilet, chaque espèce apporte sa touche de couleur et ses habitudes. Nombre d'entre eux nichent au bord des étangs ou cachés dans l'herbe, où leur camouflage les protège des regards indiscrets. Mais le camouflage n'est jamais parfait. Les corbeaux fouillent les roseaux à la recherche d'œufs abandonnés. Vison et loutre patrouillent les bords de l'eau, rapides et implacables. Dans l'Arctique, élever des petits n'est pas un acte de douceur, c'est un combat quotidien. Et pourtant, malgré les menaces, la vie y est omniprésente. Le nombre d'oiseaux aquatiques qui reviennent chaque année se reproduire est stupéfiant. Les zones humides arctiques s'animent de leurs ailes, de leurs cris, de leurs éclaboussures et de leurs mouvements. Ces oiseaux viennent car nulle part ailleurs n'offre une telle abondance. De longues heures de lumière du jour, des essaims d'insectes assez denses pour nourrir des milliers de personnes et des lacs préservés du bruit humain. L'espace d'une brève et ensoleillée saison, les zones humides se transforment en un paradis. Mais le paradis ne dure jamais. Alors que les jours raccourcissent, les premiers murmures de l'hiver grondent sur le territoire. Les oiseaux aquatiques le ressentent avant l'apparition des glaces. Un à un, ils se rassemblent en bandes, se préparant pour les longs vols vers le sud. Les huards s'envolent en silence. Les cygnes s'élèvent en groupes majestueux, leurs cris résonnant d'adieu. Les canards s'envolent dans les nuages, filant et serpentant comme de la fumée dans le ciel. Les zones humides se calment à nouveau, gardant leur silence jusqu'au prochain soleil d'été qui les réveille. Dans l'Arctique, les créatures qui dominent le paysage ne sont pas toutes imposantes ou redoutables. Certaines s'emparent du ciel avec ruse, d'autres emplissent la toundra d'une beauté éphémère. Parmi elles, 2 voix bien distinctes, les corbeaux, filous et charognards du nord, et les oiseaux chanteurs, parulines, moineaux et pinsons, plus petits, dont la brève saison musicale définit l'été arctique. Le corbeau occupe depuis longtemps une place particulière dans les mythes et l'écologie arctique. Avec son plumage noir et lisse, son œil intelligent et sa voix croassante qui semble résonner dans les vallées glacées, le corbeau est bien plus qu'un simple charognard. Les légendes autochtones de l'Arctique le décrivent souvent comme un créateur, un filou et un porteur de lumière. Mais concrètement, les corbeaux sont de véritables opportunistes. Ils suivent les loups, les ours polaires et les chasseurs, guettant les restes d'une proie. Ils sont assez audacieux pour arracher des morceaux de viande aux carcasses et assez malins pour guider les prédateurs vers les animaux blessés, un comportement documenté par des biologistes observant des meutes de loups. L'intelligence du corbeau n'est pas une légende. Des scientifiques ont observé des corbeaux résolvant des énigmes, mettant de la nourriture en réserve pour plus tard et imitant même les cris d'autres animaux. Dans un pays où les ressources sont rares, la ruse est aussi précieuse que la force, et les corbeaux ont évolué pour devenir des survivalistes hors pair. Si les corbeaux représentent la sagesse sombre et malicieuse de l'Arctique, les petits oiseaux chanteurs migrateurs en sont les fugaces éclats de joie. Chaque printemps, alors que la neige commence à fondre et que la toundra s'adoucit, des millions de minuscules oiseaux arrivent des 4 coins du monde. Parulines d'Amérique centrale, moineaux des forêts tempérées et bruants des prairies lointaines convergent tous vers l'Arctique. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans cette courte fenêtre de lumière interminable, la nourriture est abondante. La brève explosion d'insectes qui accompagne le dégel des zones humides fournit suffisamment de protéines pour élever rapidement des couvées avant le retour du froid. Les fauvettes voltigent parmi les saules nains et les bouleaux.
leurs trilles aigus sillonnant l'air vif. Les bruants lapons et les bruants des neiges sillonnent la toundra, leurs chants résonnant dans les grands espaces. Pour un visiteur, l'Arctique peut paraître silencieux et aride en hiver, mais en été, la toundra se transforme en une vaste salle de concert en plein air. Chaque cri, chaque trille s'inscrit dans un rythme ancestral. Des territoires sont conquis, des partenaires sont courtisés, et la vie est entretenue à la hâte avant que le rideau de l'hiver ne tombe à nouveau. Survivre ici exige son lot d'adaptations. De nombreux oiseaux chanteurs changent de plumage au fil des saisons, revêtant des plumes plus vives en été pour attirer leurs partenaires et muant pour des couleurs plus subtiles lors de la migration. Ils planifient leur nidification avec une précision remarquable, s'assurant que leurs poussins éclosent juste au moment où les essaims d'insectes atteignent leur apogée. Même la structure de leur nid, souvent nichée au plus bas dans les mousses ou cachée sous les arbustes, offre une protection contre les prédateurs comme les renards et les labs. Le contraste entre le corbeau et l'oiseau chanteur souligne la dualité de la vie arctique. L'éternel charognard et le chanteur éphémère. L'un prospère toute l'année, suffisamment intelligent pour endurer les mois les plus rudes. L'autre n'apparaît que pour un bref instant, transformant le monde gelé en un lieu de musique et de renouveau. Au retour de l'hiver, les petits oiseaux disparaîtront, s'envolant à des milliers de kilomètres au sud. Mais le corbeau restera, silhouette noire sur la neige pâle, observant, attendant et survivant. Dans l'Arctique, même les créatures les plus petites ou les plus méconnues, qu'elles soient rusées ou délicates, portent en elles des histoires qui façonnent cette terre impitoyable et pourtant extraordinaire. L'Arctique passe la majeure partie de l'année enfermé dans les glaces et le silence, un royaume gouverné par l'ombre, la neige et la faim. Puis, comme un sortilège levé, la terre s'incline juste assez et la lumière du soleil inonde la toundra près de 24 heures sur 24. La saison des ténèbres cède la place à la saison de la lumière et avec elle, un miracle, le court été arctique. La pluie ne s'installe pas doucement, elle arrive comme une explosion. Neige et glace fondent à toute vitesse, les rivières gonflent et le sol autrefois gelé se ramollit, libérant graines et racines cachées qui attendaient leur heure depuis des mois. Presque du jour au lendemain, la terre fleurit. Mousses et lichens verdissent, saules nains et pavots arctiques s'ouvrent et des tapis de fleurs sauvages colorent la toundra de nuances de jaune, de violet et de blanc. Pendant quelques brèves semaines, l'Arctique n'est pas un désert, mais un jardin, même si une date de péremption retentit en arrière-plan. Mais les plantes ne sont pas les seules à s'éveiller. Les insectes émergent en nombre impressionnant. Des nuées de moustiques, de moucherons et de mouches noires s'élèvent des zones humides, formant des essaims vivants capables de masquer l'horizon. Pour les humains, ils sont un véritable supplice. Pour la faune, ils sont synonymes de survie. Les oiseaux s'en régalent, les caribous en deviennent fous et les prédateurs exploitent le chaos à leur avantage. Les nuages bourdonnants ne sont pas seulement une nuisance, ils sont le moteur invisible du réseau trophique arctique. Et partout, les animaux se repaissent comme si leur vie en dépendait, car c'est le cas. Les caribous broutent les jeunes pousses vertes, les loups les observent en migration et les ours creusent furieusement à la recherche de racines, de baies et de charognes pour s'engraisser. Les oiseaux migrateurs, après avoir parcouru des milliers de kilomètres, nichent et élèvent leurs petits à une vitesse vertigineuse. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut pondre les œufs, faire grandir les poussins et faire voler les oisillons, tout cela avant le retour des premières gelées. Même les plus petites créatures participent à cette frénésie. Les lemmings se reproduisent en nombre exponentiel, creusant sous le sol qui se réchauffe et alimentant le régime alimentaire des renards, des hiboux et des lynx. Les abeilles et les mouches pollinisent les fleurs dans la lumière du jour infini, tandis que les poissons remontent les rivières, profitant des eaux en crue. La vie en Arctique connaît une vérité. Quand le festin arrive, on mange. Mais cette frénésie cache une beauté. Les huards émettent des chants envoûtants sur les lacs scintillants, les cygnes glissent sur des étangs miroitants, et les minuscules fauvettes emplissent l'air de leurs chants qui semblent prolonger la lumière du soleil. Se tenir dans une prairie arctique en plein été, c'est avoir l'impression que le temps s'est déformé, un endroit où le soleil refuse de se coucher et où chaque créature court contre la montre. Et puis, aussi soudainement qu'il est venu, il commence à se faner. Les fleurs se ferment, les insectes se raréfient et les premiers vents froids soufflent du nord. Le banquet est terminé et la terre se prépare à nouveau au silence. Le court été arctique est révolu,
Mais pour ceux qui l'ont vécu, cette brève saison d'abondance fera la différence entre la survie et la mort lors du long hiver à venir. Et puis, l'Arctique expire. Le cours été frénétique, avec son soleil interminable, s'efface dans le souvenir et la Terre bascule à nouveau dans l'hiver. La transformation est brutale. En quelques semaines, la lumière du jour disparaît. L'obscurité engloutit l'horizon. Pendant des mois, l'Arctique est enveloppé de nuit, un voile ininterrompu de froid et de silence. Les températures chutent à des extrêmes qui peuvent geler la peau exposée en quelques secondes et le monde se transforme en une cathédrale de glace. C'est la survie à l'état pur. Les plantes entrent en dormance, leurs tiges fanées et cachées sous les congères. Les insectes disparaissent. La plupart des oiseaux ont fui des milliers de kilomètres vers le sud, vers des climats plus doux. Les zones humides et les rivières gèlent. Les glaciers craquent et l'air se fige, à l'exception du hurlement occasionnel du vent. Il ne reste qu'un royaume gelé où seuls les plus résistants survivent. Dans cette étendue sauvage et blanche, les loups prospèrent. L'hiver est leur saison. Si la neige épaisse gêne les petites créatures, elle donne un avantage aux meutes de loups. Ils chassent le long des rivières gelées et à travers les plaines de la toundra, leurs pattes répartissant leur poids sur la neige croûtée où les caribous s'enfoncent profondément. La chasse est longue, la meute coordonnée. Chaque membre a un rôle à jouer, chasser la proie, la fatiguer, la faucher. Une proie, c'est la vie pour toute la famille, un festin durement gagné dans l'obscurité infinie. Pendant ce temps, les caribous et les bœufs musqués creusent la neige avec leurs sabots pour atteindre le lichen, grattant bouchée après bouchée leur nourriture de survie. Leur épais pelage les isole du froid, mais les prédateurs les guettent constamment. Pour eux, l'hiver n'est pas un allié, c'est un défi. Mais l'hiver n'est pas seulement synonyme de difficulté, c'est aussi un spectacle. Au-dessus de la toundra gelée, lorsque le ciel est dégagé, les aurores boréales colorent le ciel d'une lumière fantomatique. Des vagues vertes, violettes et cramoisies scintillent et dansent en silence. Depuis des millénaires, ces aurores boréales sont une source d'émerveillement, de légende et de guide pour les habitants de ces lieux. Pour les animaux, ce n'est qu'un ciel changeant. Mais pour nous, c'est un rappel de la beauté qui s'épanouit même dans les conditions les plus difficiles. La vie continue discrètement. Les renards arctiques, enveloppés dans leur pelage blanc immaculé, glissent sur la neige, récupérant les proies des loups ou chassant les lemmings sous les amas de neige. Les harfang des neiges se perchent silencieusement, guettant le moindre mouvement sous la croûte de glace. Les ours polaires, sauf en hibernation ou dans leur tanière pleine, poursuivent leur patrouille solitaire le long des mers gelées, attendant le retour des phoques. Même les minuscules lemmings persistent, creusant des tunnels sous la neige en réseau secret, se nourrissant de racines et de graines, invisibles mais essentielles. Le silence de l'hiver arctique est trompeur. Sous lui, la survie se joue en 1000 drames silencieux. Chaque battement de cœur, chaque pas, chaque éraflure dans la neige est une lutte contre l'extinction. Et pourtant, le cycle va recommencer. Le soleil se lèvera après des mois d'absence, d'abord comme une faible lueur à l'horizon, puis comme un retour flamboyant. Les ombres se raccourciront, la glace fondra. La grande machine arctique se réveillera pour un nouvel été de vie endiablée. Mais pour l'instant, la terre se repose. Les loups rôdent, l'aurore boréale brûle, et l'Arctique, gelé et magnifique, survit à sa nuit la plus longue. Les portes de l'Arctique sont l'un des endroits les plus purs de la planète. Pas de route, pas de lignes électriques, pas de mines creusant des cicatrices dans ces vallées. C'est une nature sauvage au sens le plus pur, brute, indomptée et intacte. Les caribous parcourent encore la toundra au cours de leurs migrations ancestrales, les loups testent encore leur meute contre le froid, et les rivières creusent encore leur chemin à travers les montagnes comme elles le font depuis des millénaires. Ici, le temps semble plus lent, épargné par le rythme effréné de la civilisation humaine. Mais même ce sanctuaire n'est pas hors de notre portée. Le changement climatique s'infiltre dans l'Arctique tel un prédateur invisible.
Le pergélisol, un sol gelé depuis des dizaines de milliers d'années, dégèle, libérant des gaz à effet de serre qui accélèrent encore le réchauffement. Les migrations des caribous changent au gré des saisons, tandis que la fonte des glaces modifie les rivières et les zones humides dont dépendent les oiseaux, les poissons et les castors. Au-delà des frontières du parc, l'exploration pétrolière et l'expansion industrielle menacent de fracturer les écosystèmes qui débordent de frontières invisibles. La nature sauvage n'obéit pas aux cartes, pas plus que les animaux qui en dépendent. C'est ce contraste qui caractérise l'Arctique, l'un des paysages les moins perturbés qui subsistent, et pourtant l'un des plus vulnérables. Le sort de ce lieu repose non seulement sur ceux qui arpentent ses vallées, mais sur l'humanité tout entière. L'Arctique est plus qu'une étendue sauvage, c'est un miroir qui reflète nos choix en tant que gardiens de la Terre. Le préserver, c'est protéger une part de notre âme. Et voilà la vie en Arctique, sauvage, brute et époustouflante. Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires, et si vous avez aimé ce voyage, ne manquez pas notre prochaine plongée dans les étendues sauvages de l'Antarctique.